As-tu déjà ressenti que, malgré tous tes efforts, tu n'es qu'une option de plus dans un monde saturé de personnes, d'idées et de talents? As-tu l'impression de toujours être en compétition, sans jamais réellement réussir à te démarquer? La vérité, c'est que les gens ne se souviennent pas de ceux qui essaient simplement de s'intégrer, mais de ceux qui osent être uniques. L'exclusivité n'est pas une question de chance ni de statut, c'est un état d'esprit, une façon de vivre. Aujourd'hui, je vais te révéler les clés pour que tu cesses d'être seulement une option et que tu deviennes quelqu'un de véritablement exclusif. Il ne s'agit pas de compétition, mais de croissance. Il ne s'agit pas d'être le meilleur, mais d'être inoubliable. Si tu es prêt à changer ta mentalité et à vraiment te différencier, reste jusqu'à la fin, car cela peut transformer ta vie. Pour commencer, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Va dans les commentaires et écris « Chaque jour je me rapproche de ma meilleure version. Je suis stoïque ». En faisant cela, tu affirmes ton engagement envers la croissance, la discipline et l'état d'esprit de ceux qui ne cherchent pas à rivaliser, mais à évoluer. Laisse-le écrit, car cette vidéo marquera un avant et un après dans ta manière de voir le monde. Maintenant, commençons. Numéro 1. L'amour de soi comme acte transformateur. L'amour de soi, selon le stoïcisme, n'est pas un concept d'indulgence ou de vanité, mais un acte transformateur, un principe fondamental pour vivre en harmonie avec notre nature. C'est la pierre angulaire d'une vie authentique et luxueuse, non pas dans un sens matériel, mais dans la richesse de la paix intérieure et de l'équilibre. Les stoïciens nous enseignent que le véritable luxe ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la liberté qui découle de l'autodiscipline et de la maîtrise de nos émotions. S'aimer soi-même ne signifie pas satisfaire tous nos désirs, mais avoir le courage d'affronter notre vérité avec honnêteté. Cela implique d'accepter nos vertus et nos défauts sans mensonge envers nous-mêmes, sans excuses. Cela suppose de s'observer comme le ferait un sage, avec patience, compréhension, mais aussi respect. L'amour de soi n'est ni aveugle ni permissif, il est exigeant et nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Lorsque nous cultivons l'amour de soi dans une perspective stoïque, nous apprenons à établir des limites claires. Non pas par arrogance, mais par respect envers nous-mêmes. Nous n'autorisons pas les autres à définir notre valeur, ni à laisser leur approbation ou leur désapprobation gouverner notre paix. Épictète l'exprimait clairement, si nous plaçons notre bien-être dans ce qui est externe, nous serons esclaves de l'externe. Mais si nous le plaçons en nous, nous serons maîtres de notre vie. Une personne qui a développé un véritable amour de soi ne mendie pas l'attention et ne dépend pas de la validation extérieure. Elle ne craint ni le rejet ni la solitude, car elle comprend que la compagnie la plus importante est la sienne. Cela ne veut pas dire que le stoïcien s'isole ou se montre indifférent aux autres, mais qu'il interagit avec le monde depuis une position de force intérieure, et non de manque. Imagine quelqu'un qui a appris à dire « non » sans culpabilité, qui a compris que toutes les relations ne sont pas bénéfiques et que certaines personnes apportent davantage de poids que de soutien. Cette personne ne se sent pas égoïste en se priorisant, car elle sait que chaque fois qu'elle laisse quelqu'un drainer son énergie, elle se trahit elle-même. Son amour-propre se traduit par du respect, et par conséquent, influence la manière dont le monde la traite. La transformation s'opère lorsque nous cessons de nous voir comme des victimes des circonstances et que nous commençons à nous reconnaître comme les architectes de notre destin. Marc Aurèle l'exprime de façon percutante dans ses méditations, « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends en conscience, et tu trouveras la force. » Et cette force, cette autonomie sur notre monde intérieur, est ce qui nous rend invulnérables aux opinions, aux jugements et aux caprices des autres. L'amour de soi dans le stoïcisme n'est pas un refuge pour la fragilité, mais une forge pour le caractère. Il nous oblige à agir avec intégrité, à tenir nos promesses et à avancer. La transformation advient lorsque nous cessons d'attendre que le monde nous traite d'une certaine manière, et que nous commençons à nous traiter nous-mêmes avec la dignité que nous exigeons des autres. Lorsque nous cessons de marchander notre estime de soi contre des miettes d'attention et que nous commençons à la bâtir sur des fondations solides, tout change. Nous comprenons alors que le respect que nous recevons du monde n'est que le reflet du respect que nous nous accordons à nous-mêmes. L'amour de soi est la clé pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, non pas parce que nous cherchons la perfection, mais parce que nous embrassons notre imperfection avec sagesse. Dans ce processus, sans même le chercher, nous devenons un exemple. Nous nous transformons en personnes qui inspirent, qui rayonnent une confiance sereine, qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, car leur simple présence en dit déjà long. Et lorsque nous atteignons ce point, la perception que les autres ont de nous change. Mais le plus important, c'est que nous cessons de dépendre de ce regard extérieur. Numéro 2. Être sélectif dans ce qui mérite ton attention. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être sélectifs quant à ce à quoi nous prêtons attention et quant aux personnes avec lesquelles nous choisissons de nous mesurer. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de comprendre que ta vie ne doit pas être gaspillée pour ceux qui ne l'apprécient pas. Imagine la métaphore du feu, un feu qui brûle avec intensité a besoin d'oxygène, de combustible de qualité.
Mais si tu l'entoures d'éléments humides, qui n'apportent rien, il finit par s'éteindre. Ainsi est ton énergie, si tu la donnes à des personnes qui la méprisent, qui ne la reconnaissent jamais, qui ne font que prendre sans rien donner en retour, peu à peu, tu t'éteindras. Les stoïciens parlaient de l'importance de l'autodiscipline et de la maîtrise de soi. Tu ne peux pas contrôler la manière dont les autres te perçoivent, mais tu peux contrôler à qui tu permets d'entrer dans ta vie. Marc Aurèle disait, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Mais ces pensées ne se forment pas dans le vide. Elles sont influencées par les personnes qui t'entourent. Si tu passes ton temps à vouloir plaire à ceux qui ne te valorisent pas, tu livres ta paix intérieure à ceux qui ne la méritent pas. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu été présent pour quelqu'un qui ne l'a jamais été pour toi? Combien de fois as-tu donné plus que tu n'as reçu? C'est une erreur commune de penser que, si tu continues à donner, un jour la personne finira par changer et reconnaîtra ta valeur. Mais dans bien des cas, cela n'arrive jamais. Au contraire, plus tu donnes sans réciprocité, plus les autres s'habituent à prendre sans jamais rien offrir en retour. Le philosophe Épictète nous rappelait que nous ne sommes maîtres que de nos actions et de nos décisions. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te valoriser. Mais tu peux décider de te retirer de là où tu n'es pas respecté. Ce n'est ni de la rancune, ni de la vengeance, c'est de l'amour de soi. Tu dois reconnaître que ton énergie est une ressource limitée et que tu dois l'investir avec sagesse. Observe la nature, un arbre n'essaie pas de convaincre qui que ce soit de lui donner de l'eau. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin là où il est, ses racines vont chercher ailleurs. Nous devrions agir de la même manière. Si, dans une relation qu'il s'agisse d'amitié, de famille ou d'amour, tu as constamment l'impression de donner sans rien recevoir, sans reconnaissance, il est temps de reconsidérer cette relation. Mettre de la distance ne signifie pas souhaiter du mal à l'autre. Cela veut simplement dire rediriger ton énergie là où elle compte vraiment. Il existe des personnes qui valoriseront ton temps, qui apprécieront ta présence, qui reconnaîtront ce que tu apportes. Et si tu ne les as pas encore trouvés, peut-être est-ce parce que tu étais trop occupé à courir après ceux qui ne t'ont jamais estimé. Concrètement, cela peut signifier apprendre à dire « non » plus souvent. Non à des engagements qui ne t'apportent rien. Non à des personnes qui ne viennent que lorsqu'elles ont besoin de toi. Non à des situations qui t'épuisent sans rien t'apporter en retour. Cela peut aussi vouloir dire apprendre à être seul sans ressentir de manque, car lorsque tu te libères de ceux qui ne te valorisent pas, tu fais de la place pour ceux qui apportent vraiment à ta vie. Sois attentif à qui tu donnes accès à ton énergie. Si quelqu'un ne te valorise pas, n'essaie pas de le convaincre de le faire. Ne perds pas ton temps à justifier ta valeur. Ton énergie est sacrée. Protège-la. Numéro 3. Fixe-toi des standards élevés. Si tu acceptes le minimum, tu recevras le minimum. La manière dont tu te considères détermine comment les autres te traiteront. Si tu crois que tu mérites peu, tu accepteras peu. Mais si tu élèves ton standard, si tu décides que tu ne vas pas te contenter de miettes, tu changes la donne. Le monde répondra en conséquence. Il ne s'agit pas d'attendre que les autres te valorisent comme par magie, mais d'exiger du respect à travers ta propre attitude. Les stoïciens comprenaient que la vertu et l'excellence sont des choix personnels, et que notre vie est le reflet des standards que nous fixons pour nous-mêmes. Marc Aurèle disait, « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. » Mais elle se teinte aussi des personnes dont tu t'entoures, des limites que tu laisses franchir, des opportunités que tu acceptes ou que tu refuses. Si tu acceptes d'être dans des lieux qui ne te font pas grandir, si tu tolères des relations qui ne t'apportent rien, si tu permets qu'on te traite avec indifférence, tu envoies un message clair, voilà ce que tu crois mériter. Mais la vraie question est, est-ce réellement ce que tu mérites? Réfléchis à cela. Combien de fois as-tu laissé quelqu'un te traiter avec moins de respect que tu ne le mérites? Combien de fois es-tu resté dans une relation, dans un travail, dans un environnement qui te nuit, simplement par peur d'exiger quelque chose de meilleur? Épictète nous rappelait que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et décisions. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux décider ce que tu tolères ou non. La vie ne te donne pas ce que tu désires, elle te donne ce que tu exiges. Et exiger ne signifie pas imposer, ni mendier, ni convaincre les autres de te valoriser. Exiger signifie savoir ce que tu vaux et agir en conséquence. Si une relation ne t'apporte rien, tu t'en éloignes. Si un travail ne te stimule pas, tu en cherches un meilleur. Si une habitude ne te mène pas là où tu veux être, tu la changes. Car la médiocrité n'est pas le fruit de la malchance, mais l'accumulation de choix où tu as accepté moins que ce que tu méritais. Les stoïciens voyaient l'autodiscipline comme le chemin vers la grandeur. Tu ne peux pas attendre du respect si tu ne te respectes pas toi-même. Tu ne peux pas attirer le meilleur si tu continues à te contenter du pire. Si un guerrier entre en bataille avec une épée émoussée et sans armure, il ne peut pas blâmer l'ennemi lorsqu'il est vaincu. Ainsi va la vie, si tu entres sans standard clair, sans exiger le meilleur pour toi-même, tu seras traité comme quelqu'un qui accepte n'importe quoi. Lorsque tu élèves tes standards, certaines personnes s'éloigneront.
Tous ne seront pas prêts à te traiter avec le niveau de respect et de considération que tu exiges. Et c'est très bien ainsi. Tu n'as pas besoin de la validation de ceux qui ne sont pas à la hauteur. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut attendre quelque chose de grand que d'accepter ce qui est petit, par peur de l'incertitude. Marc Aurèle disait, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme de bien. Sois en A. De même, ne perds pas de temps à attendre que le monde te traite mieux. Traite-toi mieux toi-même, et observe comment le monde s'ajuste. Les gens te traiteront de la manière dont tu leur permets de le faire. Si tu tolères l'irrespect, tu recevras de l'irrespect. Si tu acceptes moins, tu recevras moins. Mais si tu restes ferme dans la conscience de ta valeur, tu attireras ceux qui la reconnaissent réellement. Certains te qualifieront d'arrogant. D'autres diront que tu es trop exigeant. Mais ceux qui méritent vraiment une place dans ta vie seront ceux qui respecteront les limites que tu poses et qui seront capables de s'y conformer. Ce n'est pas facile. Élever ses standards signifie renoncer au confort du connu, affronter la peur de la solitude, défier l'idée selon laquelle il faudrait se contenter de ce qui est. Mais si tu veux quelque chose de meilleur, tu dois devenir quelqu'un de meilleur. Non pas parce que tu serais supérieur aux autres, mais parce que tu sais que tu peux donner davantage, être davantage, exiger davantage. Les stoïciens savaient que l'excellence n'est pas un accident. C'est un choix. Chaque jour, tu décides qui tu es et ce que tu acceptes dans ta vie. Et si tu choisis d'accepter moins, tu ne peux pas reprocher au monde de ne pas t'offrir plus. Alors, cesse de te contenter du minimum. Non pas parce que le monde te doit quelque chose, mais parce que tu te dois à toi-même la meilleure version de ta vie. Numéro 4, sois émotionnellement stable. Si tu perds le contrôle de tes émotions, tu perds le contrôle de ta vie. Les stoïciens comprenaient que le pouvoir ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans la manière dont tu y réagis. Tu peux crier, désespérer, agir par impulsion et laisser le chaos t'envahir. Ou bien tu peux rester ferme, stable, maître de toi-même. La véritable force ne se trouve pas dans l'agression ni dans la réaction immédiate, mais dans la capacité de résister sans te briser, dans l'aptitude à répondre avec clarté quand le monde attend que tu t'effondres. Imagine-toi au cœur d'une tempête en mer. Le vent frappe, les vagues s'élèvent avec fureur, tout autour de toi semble se désordonner. La plupart des gens paniquent, perdent le cap et se laissent emporter. Mais celui qui garde fermement la barre, celui qui ne laisse pas la tempête dicter sa réaction, est celui qui survit. Ainsi va la vie, les problèmes, les conflits, les crises sont inévitables. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Marc Aurèle disait, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends en conscience et tu trouveras la force. Tu ne peux pas empêcher les critiques, ni éviter que les choses ne se déroulent pas comme prévu, ni échapper au destin qui te mettra à l'épreuve encore et encore. Mais tu peux choisir de ne pas réagir avec colère, de ne pas laisser la peur t'immobiliser, de ne pas tomber dans le jeu de ceux qui veulent t'écarter de ton centre. Les personnes émotionnellement instables sont prévisibles, faciles à manipuler. Il suffit de les pousser un peu pour qu'elles explosent, s'écroulent et perdent leur calme. Mais celui qui garde son sang-froid, celui qui répond au lieu de réagir, devient un mystère. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas dominer, qui impose le respect sans élever la voix. Dans un monde où chacun perd le contrôle à la moindre provocation, être stable est un luxe, une rareté, une véritable démonstration de puissance. Pense à quelqu'un qui, en pleine crise, conserve sa sérénité. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il comprend que la panique ne résout rien. Cette personne inspire confiance, attire le respect et devient un repère. Quand tout autour d'elle est chaos, elle devient le centre de gravité, le point fixe sur lequel les autres s'appuient. Son self-control n'est pas de la froideur, mais de la maîtrise, ce n'est pas de l'insensibilité, mais de la sagesse. Épictète disait, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Si quelqu'un t'insulte, pourquoi réagir avec colère? Si quelque chose ne se déroule pas comme prévu, pourquoi sombrer dans la frustration? Tout est une question de perspective. Ce qui importe n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu choisis d'en faire. La stabilité émotionnelle est un atout dans tous les domaines de la vie. Dans les relations, car une personne qui n'est pas esclave de ses impulsions devient digne de confiance. Dans les affaires, car celui qui ne se laisse pas dominer par l'émotion du moment prend de meilleures décisions. Dans la vie en général, car quand tu es maître de toi-même, personne d'autre ne peut te contrôler. Cela ne signifie pas que tu ne ressens rien, ni que tu deviens une machine dépourvue d'émotions. Cela signifie simplement que tu refuses de laisser ces émotions te gouverner. Tu peux ressentir la colère sans agir avec violence. Tu peux ressentir la peur sans fuir. Tu peux affronter l'incertitude sans perdre ta dignité. La société est remplie de gens émotionnellement instables, qui s'effondrent pour la moindre chose, qui cherchent une validation constante, qui exigent que le monde les traite avec douceur pour ne pas se briser. Mais ceux qui apprennent à se maîtriser, à rester fermes, à répondre avec logique plutôt qu'avec impulsion, ce sont eux qui se distinguent.
Ce sont eux qui inspirent le respect, attirent les opportunités et deviennent des leaders naturels sans avoir besoin de s'imposer. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de ne pas en être esclave. De comprendre que tout ne mérite pas une réaction, et que parfois, le véritable pouvoir réside dans le calme, dans la pause avant d'agir, dans la sérénité qui montre que tu es maître de toi-même. Car lorsque tu es émotionnellement stable, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas briser, quelqu'un qui projette une force immense sans même prononcer un mot. Numéro 5, traite ton temps comme quelque chose d'inestimable. Si tu gaspilles ton temps, tu gaspilles ta vie. Il n'existe aucune ressource plus précieuse ni plus irréversible. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Tu peux perdre des biens matériels et les récupérer avec des efforts. Mais chaque seconde qui s'en va ne revient jamais. Les stoïciens le comprenaient mieux que quiconque. Sénèque disait, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Ce n'est pas le manque de temps qui nous limite, mais le manque de conscience de sa valeur. Regarde autour de toi. La majorité des gens traitent leur temps comme s'il était infini. Ils se distraient avec des futilités, acceptent des engagements inutiles, perdent des heures dans des conversations vides avec des personnes qui ne leur apportent rien. Ils s'abandonnent à des divertissements creux, et ensuite, ils s'étonnent de ne rien accomplir, de ressentir un vide dans leur vie, et d'avoir l'impression que le temps leur échappe des mains. Mais lorsque tu traites ton temps comme ce qu'il est vraiment, un bien irremplaçable, tout change. Imagine que tu possèdes un objet extrêmement précieux, quelque chose que personne d'autre ne peut avoir. Le laisserais-tu traîner? Le donnerais-tu sans réfléchir? Permettrais-tu à n'importe qui de le prendre et de l'utiliser à sa guise? Non. Tu le protégerais, tu l'administrerais avec soin, tu veillerais à ce que chaque partie de cet objet soit utilisée à bon escient. C'est exactement ainsi que tu devrais traiter ton temps. Les gens remarquent la valeur que tu accordes à ton propre temps. Si tu le donnes sans discernement, si tu es toujours disponible, si tu n'oses jamais dire non, tu leur enseignes que ton temps n'a pas de valeur. Mais si tu es sélectif, si tu poses des limites, si tu fais en sorte que chaque minute compte, alors ils te perçoivent différemment. Personne ne respecte ce qui est offert sans effort. Si toi-même tu ne donnes pas d'importance à ton temps, personne ne le fera. Réfléchis à toutes ces fois où tu as dit oui par simple obligation, à ces instants où tu t'es enlisé dans des conversations inutiles, à ces moments où tu as repoussé ce qui compte vraiment pour des distractions passagères. Chacune de ces décisions fut un petit vol de ta propre vie. Une minute perdue ici, une heure gaspillée là. Et un jour, en te retournant, tu réalises que les moments qui comptaient réellement ont été ensevelis sous des milliers d'instants sans but. Sénèque disait aussi, la vie est suffisamment longue si on sait bien l'utiliser. Il ne s'agit pas de vivre plus d'années, mais de vivre chaque instant avec intention. Lorsque tu apprends à dire non, lorsque tu donnes la priorité à ce qui importe vraiment, lorsque tu élimines le superflu, tu découvres que tu as beaucoup plus de temps que tu ne le croyais. Du temps pour grandir, pour apprendre, pour construire, pour savourer ce qui en vaut réellement la peine. Mais cela exige de la discipline. Tu ne peux pas laisser le monde décider à ta place de l'usage de ton temps. Tu ne peux pas permettre que d'autres le consomment sans ton accord. Tu dois être implacable sur ce à quoi tu accordes ton attention. Car ce qui reçoit ton attention définit ta vie. Observe les personnes qui réussissent, les grands philosophes, les leaders qui ont laissé une trace. Ce ne sont pas ceux qui font le plus de choses, mais ceux qui font les bonnes choses. Ils ne sont pas occupés en permanence, mais ils savent concentrer leur énergie sur ce qui compte vraiment. Ils ne laissent pas leur temps s'évaporer dans des futilités, ils le protègent avec la même vigilance qu'on protégerait un trésor. Si tu commences à traiter ton temps avec respect, les autres feront de même. Si tu poses des limites, si tu t'entoures de personnes qui valorisent ta présence, si tu élimines les distractions inutiles, tu verras ta vie changer. Ton esprit deviendra plus clair, ton but plus solide. Ton temps cessera de s'écouler comme du sable entre tes doigts et deviendra l'outil le plus puissant que tu possèdes. Chaque jour est un compte à rebours. Chaque heure qui passe est une opportunité qui ne reviendra jamais. Ne permets pas qu'elle soit gaspillée dans ce qui n'apporte rien, dans ce qui ne compte pas, dans ce qui ne t'approche pas de ce qui est vraiment essentiel. Utilise ton temps comme le ferait un sage, avec intention, avec but, avec la certitude que chaque instant est un cadeau qui ne se répétera pas. Numéro 6. Aie une vie intéressante sans avoir besoin d'un partenaire. Si tu as besoin de quelqu'un pour te sentir complet, tu es déjà perdu. Le bonheur ne réside pas dans une relation de couple, mais dans la manière dont tu vis ta propre vie. Les stoïciens comprenaient que la véritable force vient de l'intérieur, et non de l'extérieur. Tu ne peux pas attendre d'une autre personne qu'elle comble les vides que toi-même tu n'as pas appris à remplir. Si tu dépends de quelqu'un pour te sentir bien, tu lui remets le contrôle de ton bien-être. Et pire encore, tu finis par devenir un poids, plutôt qu'un complément. Regarde autour de toi. Beaucoup passent d'une relation à l'autre, en quête de quelque chose qu'ils ne savent même pas définir. Ils pensent que l'amour est la solution à leur insatisfaction, alors qu'en réalité, cette insatisfaction vient d'eux-mêmes.
Ce n'est pas l'absence d'un partenaire le problème, mais l'absence de but, de passion, d'une vie personnelle riche. Et lorsqu'une personne ainsi entre en relation, elle ne fait que transférer son vide sur quelqu'un d'autre. Tu n'as besoin de personne pour te sentir entier. Ce dont tu as besoin, c'est de bâtir une vie si riche, si fascinante, si pleine de sens, que si quelqu'un y entre, il soit un complément et non une nécessité. Si tu vis dans l'attente qu'une relation te rende heureux, tu seras toujours incomplet. Mais si tu apprends à te suffire à toi-même, à cultiver tes passions, à travailler sur ton développement personnel, tu deviens alors quelqu'un qui ne cherche pas désespérément un autre, mais qui partage simplement son chemin avec celui ou celle qui en vaut vraiment la peine. Pense à une personne qui vit sa vie avec intensité, quelqu'un qui voyage, qui apprend, qui a des passe-temps, qui explore le monde par lui-même. Cette personne n'a besoin de personne, et c'est justement pour cela qu'elle attire. Elle est différente de celui qui cherche désespérément de la compagnie uniquement pour combler un vide. L'indépendance est attirante. L'autonomie a de la valeur. Et quand tu ne dépends de personne pour te sentir bien, les relations cessent d'être une nécessité et deviennent un choix conscient. Sénèque disait, l'homme qui est heureux en lui-même est un roi. Et c'est vrai. Lorsque tu sais apprécier ton propre univers, tes réussites, tes objectifs et tes moments, tu deviens quelqu'un que rien ne peut facilement déstabiliser. Tu n'as pas besoin de validation, tu ne recherches pas l'approbation, tu ne supplies pas pour être aimé, car tu sais que tu portes déjà en toi ce qu'il faut. La plupart des gens entrent dans une relation par manque. Ils veulent que quelqu'un les fasse se sentir aimés parce qu'ils ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Ils veulent que quelqu'un leur donne un but parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le leur. Et c'est ainsi qu'ils finissent enfermés dans des relations médiocres, remplies de dépendance, de jalousie et d'insécurité. Mais lorsque tu construis une vie si pleine qu'une relation n'est qu'une extension de ce que tu possèdes déjà, alors l'amour cesse d'être une nécessité et devient un choix. Demande-toi, si tu ne trouvais jamais de partenaire, ta vie aurait-elle encore un sens? Si la réponse est non, tu as un problème. Cela signifie que tu as bâti ton existence autour de quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et rien n'est plus dangereux que de dépendre de l'incertain. En revanche, si tu apprends à profiter de chaque jour, à grandir, à t'améliorer, à poursuivre tes propres rêves sans avoir besoin que quelqu'un d'autre les valide, alors tu deviens véritablement libre. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on peut apporter de l'extérieur. Le bonheur est quelque chose que tu construis. Et lorsque tu as une vie intéressante par toi-même, lorsque tu vis chaque jour avec intensité, lorsque tu n'attends pas que quelqu'un arrive pour commencer à profiter, alors tu deviens une personne qui n'a pas besoin de mendier de l'amour, quelqu'un qui n'a pas peur de la solitude, quelqu'un capable de partager sans dépendre. Et cela, dans un monde où t'en cherches à combler leur vide à travers des relations superficielles, est un pouvoir immense. L'amour doit être un choix, pas une nécessité. Et tu ne peux le choisir librement que lorsque ta vie est déjà suffisante sans lui. Alors, cesse d'attendre, cesse de dépendre, cesse de penser que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour que ta vie ait un sens. Fais en sorte que ton existence soit si grande que la personne qui y entre se sente chanceuse de partager le chemin avec toi. Numéro 7. Concentre-toi sur ton propre chemin et non sur les comparaisons. Si tu passes ta vie à te comparer aux autres, tu ne seras jamais libre. Il y aura toujours quelqu'un avec plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Toujours quelqu'un qui semble avoir une longueur d'avance. Mais la vraie question est, pourquoi cela t'importe-t-il? Les stoïciens comprenaient que la seule véritable compétition est celle que tu as avec toi-même. Te comparer aux autres est une distraction, un piège qui t'éloigne de ta propre croissance. Si tu passes ton temps à regarder la voie des autres, tu oublies la tienne. C'est comme un coureur sur une piste, s'il passe toute sa course à regarder sur les côtés pour voir qui va plus vite, il perd de la vitesse, perd sa concentration, et finit par perdre la course. Non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il a cessé de regarder devant lui. Ainsi va la vie. Si tu dépenses ton énergie à observer les réussites des autres, à mesurer ton avancement selon leurs critères, tu finis par perdre de vue l'essentiel, ton propre chemin. Les réseaux sociaux ont amplifié ce problème. Tout le monde semble y accomplir des choses incroyables, voyager vers des destinations exotiques, décrocher l'emploi parfait, vivre une existence digne d'un film. Mais ce que tu ne vois pas, c'est l'envers du décor, les luttes intérieures, les peurs, les échecs. Tu ne vois que ce qu'ils veulent bien montrer. Et tu te laisses piéger par cette illusion. Tu commences à croire que tu n'avances pas, que tu es en retard, que tu n'es pas suffisant. Mais tout cela est un mensonge. Marc Aurèle disait, ne perds pas ton temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-le. De même, ne perds pas ton temps à te comparer aux autres. Sois simplement meilleur que celui que tu étais hier. La seule mesure qui compte est ton propre progrès. Es-tu aujourd'hui plus sage, plus fort, plus discipliné qu'hier? Voilà la seule question qui mérite d'être posée. Les comparaisons constantes n'engendrent que deux choses, l'insécurité ou l'arrogance. Si tu te compares à quelqu'un en avance sur toi, tu te sentiras insuffisant, en retard.
Mais si tu te compares à quelqu'un derrière toi, tu te sentiras supérieur. Et cela ne fait qu'alimenter ton ego, qui est aussi un ennemi de ta croissance. Dans les deux cas, tu perds. Dans les deux cas, tu te détournes de ce qui compte vraiment. Chacun a son propre rythme, son propre destin, son propre processus. Tu ne peux pas comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas mesurer ton chemin avec l'échelle d'autrui, car son vécu, ses épreuves, ses sacrifices ne sont pas les tiens. Alors, au lieu de gaspiller ton énergie à observer ce que font les autres, utilise-la pour t'améliorer toi-même. Épictète disait que la véritable liberté consiste à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Et la seule chose que tu puisses réellement contrôler, c'est toi-même. Tu ne peux pas contrôler le succès des autres, ni la vitesse à laquelle ils avancent. Mais tu peux contrôler l'effort que tu mets dans ta propre croissance. Tu peux décider d'arrêter les comparaisons, d'arrêter de mesurer ta vie selon celle des autres, et de te concentrer uniquement sur ce qui est dans ton pouvoir. Le progrès n'est jamais linéaire. Parfois tu avanceras vite, parfois tu auras l'impression de stagner, et c'est normal. L'enjeu n'est pas de gagner une course contre les autres, mais de construire une vie qui te rende réellement fier. Pas parce qu'elle est meilleure que celle de quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle est tienne. Parce qu'elle est authentique. Parce qu'elle est alignée avec ce que tu veux vraiment. Et lorsque tu cesses de te comparer, tu récupères ton énergie. Quand tu arrêtes de mesurer ton succès en fonction des autres, tu commences à trouver ton propre rythme. Et lorsque tu te concentres sur ton propre chemin, sur ta propre amélioration, sur ta propre croissance, tu te libères. Parce que tu comprends qu'il n'existe pas un seul chemin vers le succès, ni une seule manière de bien vivre. Il y en a plusieurs, et la seule qui compte est celle que tu choisis pour toi. Numéro 8. Arrête de vivre selon les attentes des autres. Si tu vis pour plaire aux autres, tu ne seras jamais libre. Tu passeras ta vie piégée dans une cage invisible, suivant des routes que tu n'as pas choisies, t'efforçant de répondre à des attentes qui n'ont jamais été les tiennes. Mais au final, quand tu regarderas en arrière, qu'auras-tu gagné? Rien d'autre qu'une vie qui ne t'appartient pas. Les stoïciens comprenaient que la seule opinion qui compte réellement est celle que tu as de toi-même. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres attendent de toi, mais tu peux décider de ne pas vivre esclave de ces attentes. Depuis l'enfance, on nous apprend à chercher l'approbation, être de bons enfants, de bons élèves, de bons amis. On nous dit quelle carrière suivre, quel style de vie adopter, quelle décision prendre pour correspondre au moule. Et bien souvent, sans nous en rendre compte, nous finissons par vivre des vies qui ne sont pas les nôtres. Nous acceptons des emplois qui ne nous comblent pas, entretenons des relations qui ne nous rendent pas heureux, suivons des routines qui ne nous enthousiasment pas. Tout cela par peur du jugement, par crainte de décevoir, par besoin d'être accepté. Mais à quoi bon vivre ainsi? Marc Aurèle disait, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais si tes pensées sont dominées par ce que les autres attendent de toi, ton bonheur ne sera jamais vraiment le tien. Il sera toujours conditionné par l'opinion d'autrui, toujours dépendant du fait d'avoir ou non rempli les attentes des autres. Et cela est la recette parfaite de l'insatisfaction. Quand tu arrêtes de vivre pour les autres, quelque chose d'incroyable se produit, tu reprends le contrôle. Tu cesses de te soucier de ce que les gens pensent, tu cesses de chercher leur validation, tu cesses d'agir par peur. Et c'est à ce moment-là que tu commences à construire la vie que tu veux vraiment. Une vie fondée sur ce qui te motive, sur ce qui te comble, sur ce qui te fait te sentir vivant. Pas sur ce que d'autres croient que tu devrais faire. Épictète nous rappelait que la seule opinion qui compte est celle de notre propre conscience. Tu ne peux pas baser ta valeur sur ce que les autres pensent de toi, car les gens auront toujours quelque chose à dire. Si tu suis leurs règles, ils trouveront des défauts. Si tu choisis d'être différent, ils te critiqueront. Si tu réussis, ils diront que tu as eu de la chance. Si tu échoues, ils diront qu'ils l'avaient prévu. Tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde, alors pourquoi continuer à essayer? Arrêter de vivre selon les attentes des autres ne signifie pas ignorer totalement les autres, ni devenir indifférent ou égoïste. Cela signifie reconnaître que ta vie est ta responsabilité. Que tes décisions doivent être alignées avec ce que tu veux vraiment, et non avec ce que d'autres désirent pour toi. Cela signifie avoir le courage de décevoir ceux qui espéraient que tu sois différent. Car au final, la seule déception qui importe réellement est celle que tu ressentiras envers toi-même si tu passes ta vie à être quelqu'un que tu n'es pas. Rappelle-toi toutes ces fois où tu as dit « oui » alors que tu voulais dire « non », toutes ces fois où tu as suivi un chemin simplement parce que c'était ce qu'on attendait de toi, toutes ces fois où tu as ignoré tes propres désirs par peur du qu'en dira-t-on. À chaque fois, tu as cédé une part de ta liberté. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux la récupérer. Tu peux commencer à prendre des décisions par toi-même, à définir ta propre direction, à choisir ce qui te rend vraiment heureux. Ce ne sera pas facile. Les gens résisteront, ils essaieront de te culpabiliser. Ils diront que tu es irresponsable, que tu fais erreur, que tu devrais reconsidérer tes choix. Mais aucune de ces voix n'a plus d'importance que la tienne.
Aucune de ces opinions n'a assez de poids pour décider de ton destin. Quand tu arrêtes de vivre pour plaire aux autres, tu te libères. Tu deviens maître de ton temps, de tes décisions, de ton chemin. Et à ce moment-là, tu commences à expérimenter la véritable paix. Parce que tu n'as plus besoin d'approbation extérieure. Parce que tu ne vis plus dans la peur du jugement. Parce que tu comprends que la seule personne à qui tu dois réellement rendre des comptes, c'est toi-même. Numéro 9. Développe des compétences précieuses. Si tu n'as rien à offrir, tu es remplaçable. C'est aussi simple que ça. Dans un monde où chacun cherche à se démarquer, où la compétition est féroce, et où le respect ne se donne pas mais se mérite, la seule façon de faire en sorte que les autres ne puissent pas t'ignorer est de devenir quelqu'un de précieux. Et la valeur ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu fais. Elle ne vient pas de l'apparence, mais de la maîtrise. Les stoïciens comprenaient que le respect se construit à travers l'excellence, par la capacité à dominer un domaine au point de devenir impossible à ignorer. Pense à n'importe quelle personne que tu admires, peu importe qu'il s'agisse d'un artiste, d'un entrepreneur, d'un sportif ou d'un penseur. Ce qui les rend différents, ce qui les rend impossibles à ignorer, c'est qu'ils ont développé un niveau de compétence qui les sépare des autres. Ce n'est pas de la chance, ni une coïncidence. C'est le résultat d'une obsession pour l'amélioration constante. C'est la discipline de travailler chaque jour sur quelque chose, jusqu'à ce que la médiocrité ne soit plus une option. Marc Aurèle disait, « Choisis de ne pas être un autre parmi la foule ». Et la seule façon d'y parvenir est de développer quelque chose qui te distingue, quelque chose dans lequel tu deviens si bon que les autres n'ont pas d'autre choix que de le reconnaître. Il ne s'agit pas de talent naturel, mais de travail, de répétition et de perfection. La compétence est l'une des rares choses qu'on ne peut pas t'enlever. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre des contacts, mais si tu es vraiment bon dans un domaine, tu trouveras toujours un moyen d'apporter de la valeur, tu resteras toujours pertinent. Épictète enseignait que la maîtrise de soi et l'excellence sont des choix quotidiens. Tu ne peux pas te réveiller un matin et décider d'être un expert. Mais tu peux choisir d'apprendre, de progresser et de t'engager dans un processus jusqu'à ce qu'il devienne une extension de toi-même. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent de la reconnaissance sans effort, du respect sans sacrifice. Mais le respect ne s'exige pas, il se gagne. Et il se gagne quand tu es capable de démontrer par des actes que tu es quelqu'un qui mérite d'être écouté, suivi et admiré. Pense à un chef qui a perfectionné son art au point que sa cuisine n'est pas seulement de la nourriture, mais une véritable expérience. Ou à un écrivain dont la façon d'exprimer ses idées est si puissante que ses mots restent gravés dans l'esprit de ses lecteurs. Ces personnes n'en sont pas arrivées là par hasard. Elles y sont parvenues parce qu'elles ont compris que la maîtrise est la véritable clé du respect. Peu importe que tu sois chef, artiste, programmeur, entrepreneur ou sportif. Ce qui importe, c'est que tu sois assez bon dans ce que tu fais pour que les gens ne puissent pas t'ignorer. Le problème, c'est que la majorité abandonne avant d'y arriver. Beaucoup veulent des résultats immédiats et se frustrent lorsqu'ils ne voient pas de progrès rapide. Mais les stoïciens nous ont enseigné que la maîtrise de quoi que ce soit demande de la patience et de la persévérance. Sénèque disait, « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. » L'amélioration ne s'arrête jamais. Il y a toujours un niveau plus élevé, toujours un nouveau défi, toujours quelque chose de plus à apprendre. Et c'est là la différence entre ceux qui tombent dans l'oubli et ceux qui marquent. Il ne s'agit pas d'accumuler des compétences inutiles, mais de choisir un domaine dans lequel tu veux vraiment exceller, et de t'y consacrer jusqu'à devenir impossible à ignorer. Si tu réussis cela, tu deviens une personne de réelle valeur. Quelqu'un que les autres respectent non pas pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il fait. La maîtrise n'a pas besoin de présentation. Quand tu es bon dans quelque chose, les gens le remarquent. Quand tu es excellent, ils s'en souviennent. Quand tu es exceptionnel, ils viennent te chercher. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique. Il n'y a que le travail, la concentration et la répétition. Mais si tu choisis de t'engager pleinement dans ton propre développement, si tu décides de ne pas être un simple visage dans la foule, si tu choisis d'apporter une véritable valeur, alors le respect viendra de lui-même. Car dans un monde où tout le monde cherche une reconnaissance facile, ceux qui maîtrisent vraiment leur art seront toujours ceux qui se distinguent. Numéro 10. Travaille ton physique et ta présence. Si tu ne prends pas soin de toi, pourquoi t'attendre à ce que les autres te valorisent ? Il ne s'agit pas de superficialité, mais de respect de soi. Les stoïciens comprenaient que le corps est un reflet de la maîtrise de soi. Tu ne peux pas exiger le respect si tu n'as même pas la discipline de prendre soin de ton physique, de ton image et de ta présence. La première impression compte. Et bien que le contenu soit toujours plus important que l'emballage, la manière dont tu te présentes au monde influence directement la façon dont on te perçoit. Marc Aurèle disait, « La perfection du caractère consiste à vivre chaque jour comme s'il était le dernier, sans frénésie, sans apathie, sans prétention. » Cela inclut aussi la manière dont tu prends soin de toi. Il ne s'agit pas de vanité ni d'obsession pour l'apparence,
mais de projeter à l'extérieur ce qui te rend solide et aligné à l'intérieur. Si tu négliges ton corps, tu envoies un message clair, celui que tu ne t'accordes pas assez d'importance. Et si toi-même tu ne te valorises pas, pourquoi attendre que les autres le fassent? La présence ne se résume pas aux vêtements que tu portes. Elle se reflète dans ta démarche, dans la manière dont tu t'exprimes, dont tu occupes l'espace. Une personne sûre d'elle n'a pas besoin d'élever la voix pour attirer l'attention, sa posture et son énergie parlent d'elle-même. La confiance se construit, et une partie de cette construction vient de la discipline appliquée à ton corps, ton hygiène, et aux détails de ton image. Pense à la différence entre quelqu'un qui s'habille de façon négligée, marche les épaules tombantes et semble indifférent à son apparence, et une autre personne qui prend soin de son allure, s'habille convenablement et se présente avec assurance. Ce n'est pas une question d'argent ou de marque, mais une question d'attitude. Tes vêtements doivent non seulement t'aller physiquement, mais aussi refléter qui tu es vraiment. Tu n'as pas besoin de dépenser une fortune, il suffit de comprendre que ton image parle avant même que tu n'aies prononcé un mot. Épictète enseignait que l'autodiscipline est le chemin vers la liberté. Cela inclut la discipline de t'entraîner, de bien t'alimenter, de prendre soin des détails. La manière dont tu te traites est une preuve de combien tu valorises ton propre bien-être. Tu n'as pas besoin d'avoir le physique d'un athlète professionnel, mais tu dois montrer que tu as du contrôle sur toi-même, que tu n'es pas esclave de la paresse, que tu respectes le corps dans lequel tu vis. Ton hygiène, ta coupe de cheveux, l'état de ta peau, l'odeur que tu laisses derrière toi, tout cela envoie des messages silencieux qui influencent la perception des autres. Une personne attentive aux détails projette un niveau supérieur de respect de soi. Il ne s'agit pas de suivre les tendances ou de rentrer dans un moule, mais de prouver que tu as des standards élevés dans tout ce que tu fais, y compris dans ta présentation. Pense à quelqu'un qui entre dans une pièce et impose le respect sans dire un mot. Ce n'est ni de la magie ni de la chance, c'est le résultat d'une bonne présence, d'un corps entretenu et d'une énergie qui inspire confiance. Cette présence ne se construit pas du jour au lendemain. Elle est le fruit d'habitudes quotidiennes, de petites décisions qui, cumulées dans le temps, créent une image impossible à ignorer. L'image n'est pas tout, mais elle compte. Non pas parce que tu dois en dépendre, mais parce qu'elle reflète ce que tu ressens de toi-même. Si ton apparence est négligée, il est probable que d'autres aspects de ta vie le soient aussi. Mais si tu travailles à améliorer chaque détail, si tu prêtes attention à ton physique, à ta présence, à ta manière de te déplacer dans le monde, alors tu deviens quelqu'un qui non seulement exige le respect, mais l'inspire sans effort. Numéro 11. Sois rare. Si tu es toujours disponible, tu ne seras jamais perçu comme précieux. Ce qui est abondant est donné pour acquis, ce qui est rare est apprécié. C'est une simple psychologie humaine. Lorsque tu donnes trop, sans limite ni restriction, les gens supposent que tu seras toujours là. Mais lorsque tu contrôles ton accès, lorsque tu deviens sélectif avec ton temps et ton énergie, la valeur perçue de ta personne augmente automatiquement. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de respecter ton propre temps et d'enseigner aux autres à faire de même. Les stoïciens comprenaient que ce que tu possèdes de plus précieux n'est ni l'argent, ni les possessions, ni même la vie elle-même. Ce qui compte vraiment, c'est ton temps et ton attention. Marc Aurèle le disait clairement, ne gaspille pas le reste de ta vie à spéculer sur les autres. Si tu passes ta vie à offrir ta présence sans filtre, si tu es toujours disponible, tu seras perçu comme quelqu'un sans priorité. Et lorsque tu n'as pas de priorité, les autres supposent que ton temps n'a pas de valeur. L'exclusivité n'est pas une question d'arrogance, mais de bonheur. Tu ne peux pas être disponible pour tous, à tout moment. Tu ne peux pas dire oui à chaque invitation, répondre immédiatement à chaque message ou satisfaire chaque demande. Car lorsque tu le fais, tu transmets implicitement, mon temps n'a pas de prix. Et si tu ne fixes pas la valeur de ton temps, personne d'autre ne le fera. Regarde les personnes qui ont réellement de l'influence, elles ne sont pas disponibles en permanence. Elles ne répondent pas immédiatement, elles ne disent pas oui à tout. Pas parce qu'elles sont inaccessibles, mais parce qu'elles comprennent que la rareté est un pouvoir. Quand tu deviens moins accessible, chaque moment passé avec toi prend plus de poids. Chaque interaction compte, chaque mot a plus d'impact. Pense à quelqu'un qui est toujours disponible, toujours là quand on le cherche, sans jamais poser de limites. À force, on finit par ne plus le valoriser, car on sait qu'il sera toujours là, qu'il n'y a pas d'urgence, que sa présence n'est pas spéciale. Maintenant, pense à quelqu'un qui a des limites, qui n'est pas toujours accessible, mais qui, lorsqu'il est présent, agit avec intention. Cette personne devient automatiquement plus intéressante, plus précieuse et plus respectée. Épictète disait, ne parle pas de ta philosophie, vis-la. Tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu n'es pas toujours disponible. Vivez simplement avec la certitude que ce n'est pas un problème. La certitude que ton temps est ta ressource la plus précieuse doit guider tes actions. Ne réponds pas immédiatement, ne dis pas oui par simple politesse, ne sois pas disponible pour tout le monde. Et observe comment cela change la perception que les autres ont de toi. Quand tu commences à limiter ton accès, certains seront contrariés.
Ils étaient habitués à ce que tu sois toujours là, à ce que tu ne poses jamais de limites, à ce que tu répondes toujours instantanément. Mais ce n'est pas ton problème. C'est leur réaction au fait que tu as commencé à te valoriser. Et si quelqu'un ne peut pas gérer cela, c'est un signe clair qu'il s'intéressait uniquement à ta disponibilité, et non à ta véritable valeur. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer les autres ou devenir totalement inaccessible. Cela signifie que tu dois être stratégique avec ton temps, apprendre à dire non, et comprendre que la rareté crée la demande. Pas parce que tu joues à être difficile, mais parce que tu as vraiment des priorités, parce que tu as de vraies choses à accomplir, parce que tu sais que ta vie ne doit pas tourner autour de la validation des autres. Quand tu deviens rare, ton temps devient un luxe. Quand tu n'es pas toujours disponible, ta présence devient un privilège. Et lorsque tu réalises que tu n'as pas besoin d'être partout, avec tout le monde, tout le temps, tu commences à vivre avec plus d'intention, de but et de puissance. Dans un monde où tous cherchent l'attention, ceux qui sont sélectifs avec leur énergie deviennent les plus respectés. Numéro 12. Accepte ta vulnérabilité. La véritable force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la capacité à y faire face sans peur. Les stoïciens n'ont jamais dit que nous devions être inébranlables, mais constants. Il ne s'agit pas d'ignorer nos faiblesses, mais de prendre conscience de notre humanité. Faire semblant de ne pas avoir peur, de ne jamais douter, d'être insensible à tout, n'est qu'un masque. Et comme tout masque, il finit par se fissurer. La véritable force vient de l'acceptation de ce que tu es, pleinement, sans fuir les aspects de toi-même qui te dérangent. Marc Aurèle disait, « N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort guette, tant que tu vis, sois bon. » Être bon ne signifie pas seulement agir avec vertu envers les autres, mais aussi être honnête avec soi-même. Accepter que tu as des insécurités, que certains moments te font sentir insuffisant, que la peur et l'incertitude font partie de l'expérience humaine. Ce qui distingue les forts des faibles n'est pas l'absence de ces sentiments, mais la capacité à avancer malgré eux. Quand tu caches ta vulnérabilité, tu deviens prisonnier de celle-ci. Ce que tu refuses de voir te contrôle. Ce que tu cherches à cacher devient un fardeau. Mais lorsque tu la reconnais, que tu la regardes en face et que tu l'acceptes, elle perd son pouvoir sur toi. Épictète disait que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais notre interprétation de ces événements. Si tu vois ta vulnérabilité comme une faiblesse, tu en auras honte. Mais si tu la considères comme une part de ton humanité, tu la transformes. Les gens respectent l'authenticité, pas la perfection ni l'inaccessible, mais le réel. Pense à quelqu'un qui n'a pas peur de reconnaître ses erreurs, qui n'a pas besoin de prétendre tout savoir, qui accepte ses défauts sans que ceux-ci ne le définissent. Cette personne n'est pas faible, elle inspire parce qu'elle a fait la paix avec elle-même. À l'inverse, celui qui se cache derrière une façade d'invulnérabilité, qui ne reconnaît jamais ses erreurs et prétend toujours contrôler tout, est fragile. Le moindre choc à son ego le fait s'effondrer. Sénèque disait que la vie est courte et qu'il est inutile de perdre du temps dans la superficialité. Peu de choses sont aussi superficielles que de prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. Si tu as des peurs, fais-leur face. Si tu as des insécurités, accepte-les. Cela ne signifie pas que tu doives rester prisonnier de celles-ci, mais qu'en les reconnaissant, tu peux commencer à les travailler. Personne ne grandit en ignorant ses défauts. On grandit en les affrontant honnêtement et en choisissant de les transformer en quelque chose de positif. Pense aux fois où tu as fait semblant que tout allait bien alors qu'au fond ce n'était pas le cas. Est-ce que cela t'a vraiment aidé? T'a-t-il rendu plus fort ou, au contraire, plus seul et plus déconnecté de toi-même? La vulnérabilité ne nous isole pas. Elle nous relie aux autres. Elle permet de créer des relations authentiques, des conversations profondes et des liens sincères. Car lorsque tu es capable d'être honnête sur qui tu es, tu permets aux autres d'en faire autant. Cela ne signifie pas exposer tout ce que tu ressens à n'importe qui. Une vulnérabilité mal gérée peut devenir une arme contre toi. Tout le monde n'a pas la capacité de faire de même. Le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes émotions les plus profondes, mais cela ne signifie pas que tu dois les nier. Il s'agit de choisir avec qui les partager, surtout, de savoir les transformer en force plutôt qu'en faiblesse. La véritable confiance ne vient pas de prétendre que l'on est sans défaut, mais de savoir que l'on en a et de se sentir en paix avec eux, de comprendre que la perfection est une illusion mais que l'authenticité est un pouvoir, de ne pas vivre dans la peur d'être vu tel que l'on est. Quand tu t'acceptes pleinement, le jugement des autres perd de son importance. Et à ce moment-là, tu te libères, car tu n'as plus besoin de rien prouver à personne. Tu n'as plus besoin de te cacher, car tu as compris que la vulnérabilité n'est pas ton ennemi, mais l'un des outils les plus puissants dont tu disposes pour grandir, te connecter et vivre avec une véritable force. Numéro 13. Communication raffinée. La communication est plus que des mots, c'est la présence, l'intention, le contrôle de soi dans l'art de parler et d'écouter. Les stoïciens comprenaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans la quantité de mots prononcés, mais dans la qualité de chacun d'eux.
Parler avec élégance ne signifie pas embellir le langage avec des mots compliqués ni remplir les silences de sons inutiles. Cela signifie dire ce qui est juste, précis, nécessaire. C'est projeter calme et assurance dans chaque syllabe, sans précipitation, sans anxiété, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Sénèque nous enseignait que la parole reflète l'âme. Si tu parles maladroitement, avec brusquerie ou nervosité, que révèle cela sur ton intérieur? La sérénité de ton langage doit être le reflet de la sérénité de ton esprit. Quand quelqu'un parle avec pause, sans interruption et sans élever la voix, il démontre un contrôle sur lui-même. Il ne cherche pas à s'imposer, mais à transmettre. Il ne cherche pas à convaincre par la force, mais par la raison. Et c'est là le véritable pouvoir d'un mot bien employé, il ne domine pas, ne bouscule pas, mais guide, inspire et persuade sans effort. Mais l'art de la communication ne consiste pas seulement à parler. Il consiste surtout à écouter. Écouter attentivement, sans penser à ce que tu répondras, sans attendre ton tour pour parler, mais en absorbant réellement ce que l'autre dit. Marc Aurèle pratiquait cela constamment. Chaque fois que quelqu'un lui parlait, il devenait un miroir silencieux reflétant respect et compréhension. Il n'interrompait pas, ne pressait pas son interlocuteur, ne ramenait pas la conversation à lui-même. Son attention était totale, et cela faisait que ceux qui lui parlaient se sentaient valorisés, compris, vraiment écoutés. La communication élégante est un acte de générosité. Elle implique de céder de l'espace, de permettre à l'autre de s'exprimer, de lui donner l'importance qu'il mérite sans imposer ses propres idées. Elle implique de comprendre que la conversation n'est pas une compétition où gagne celui qui parle le plus, mais une danse où l'équilibre entre dire et se taire définit l'harmonie de l'échange. Un stoïcien ne parle pas pour parler. Il ne comble pas les silences avec des mots inutiles et ne cherche pas le bruit là où le silence peut en dire plus. Épictète disait que la nature nous a donné 2 oreilles et une bouche pour une raison, écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Un homme sage, qui maîtrise réellement l'art de la communication, ne se précipite pas pour répondre. Il n'a pas peur du silence, il n'est pas gêné par une pause, car il sait qu'une réponse tardive mais réfléchie vaut mieux qu'une réaction impulsive et vide. La précipitation dans la parole révèle impatience, anxiété et ego. Le contrôle dans la parole révèle force, intelligence et maîtrise de soi. Pense Y, quand quelqu'un parle lentement, avec une voix sereine, sans hâte ni interruption, tu captures chaque mot avec plus d'attention. Il y a quelque chose dans sa présence qui inspire confiance, qui transmet une sensation de sécurité et d'autorité naturelle. Il n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu, ni de bousculer les idées pour imposer son point de vue. Son langage n'est ni agressif ni anxieux, sa communication coule avec naturel, précision et élégance. La présence d'une personne se mesure à la qualité de sa communication, non à ce qu'elle dit, mais à la manière dont elle le dit, non à combien elle parle, mais à comment elle écoute. L'élégance dans la communication n'est pas un privilège inné. C'est un privilège que peu cultivent, mais c'est une habitude que chacun peut développer. Il suffit d'entraîner la patience, d'apprendre à écouter attentivement, d'éliminer le besoin de parler précipitamment et de donner de l'espace aux autres. Il suffit de se rappeler que les mots sont des outils et que celui qui sait les manier avec maîtrise possède le pouvoir d'influencer, de connecter et de laisser une impression durable. La prochaine fois que tu parles, fais-le avec intention. Sois conscient de ton ton, de ton rythme, de ton énergie. Ne laisse pas la précipitation guider ton discours. Ne permets pas à l'anxiété de diriger tes paroles. Et quand tu écoutes, fais-le vraiment. Ne pense pas à ta réponse. Ne te laisse pas distraire par tes propres pensées. Offre à l'autre personne l'espace qu'elle mérite. Fais qu'elle se sente comprise, valorisée, réellement écoutée. Car au final, ce n'est pas un problème. La véritable communication ne consiste pas à dire des mots, mais à influencer positivement ce que ressentent les autres lorsqu'ils parlent et lorsqu'ils écoutent. C'est cela l'élégance. C'est cela la maîtrise de soi. C'est cela la sagesse. Numéro 14. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Regarde autour de toi. Observe attentivement qui se trouve à tes côtés, qui influence tes pensées, tes décisions, ta vision du monde. Que cela te plaise ou non, tu deviendras un reflet des personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. C'est une vérité inévitable. Tu ne peux pas espérer grandir si tu t'entoures de ceux qui te tirent constamment vers le bas. Tu ne peux pas aspirer à la grandeur si ton cercle est composé de médiocrité, de plainte et de conformisme. Épictète disait que la compagnie que tu choisis définit en grande partie ton destin. Si tu marches avec des sages, le résultat sera à la hauteur. Si tu t'entoures d'hommes qui recherchent la vertu, tu seras toi-même poussé à la cultiver. Mais si tu te trouves parmi des personnes qui ne voient que des obstacles, qui se réfugient dans la plainte et qui n'ont aucune ambition au-delà de l'immédiat, tôt ou tard leurs habitudes deviendront les tiennes. Leur façon de penser s'infiltrera dans ton esprit, leur énergie t'affectera même sans que tu t'en rendes compte. Sénèque l'expliquait clairement, l'esprit est comme de la cire, il se façonne avec ce qui l'entoure.
Tu ne peux pas te permettre d'absorber des pensées faibles, des attitudes défaitistes ou des excuses constantes. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des personnes qui n'apportent rien, qui n'inspirent pas, qui ne te poussent pas à être meilleur. Un stoïcien comprend que l'environnement est essentiel pour la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de choisir intelligemment qui mérite une place dans ta vie. Entoure-toi de ceux qui cherchent l'excellence, de ceux qui voient des opportunités là où d'autres trouvent des excuses, de ceux qui trouvent des solutions au lieu de se plaindre, de ceux qui agissent plutôt que de se lamenter. Ce n'est pas une question d'égoïsme, mais de croissance. Si tu veux vraiment atteindre la meilleure version de toi-même, tu dois être parmi ceux qui t'élèvent, qui te défient et qui te font voir au-delà de tes propres limites. Marc Aurèle savait cela mieux que quiconque. En tant qu'empereur, il était entouré de toutes sortes de personnes, certaines avec des intentions nobles, d'autres avec des intérêts mesquins. Mais il choisissait avec sagesse ceux qui l'écoutaient, ceux qui pouvaient influencer son caractère. Son cercle était composé de philosophes, d'hommes de vertu, de ceux qui pouvaient le défier avec des idées profondes et élever sa pensée au-delà de l'ordinaire. Il avait appris à distinguer ceux qui ne cherchaient que son approbation de ceux qui pouvaient réellement enrichir sa vie. Réfléchis à ta propre vie. Qui sont les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps? Te défient-elles? T'inspirent-elles? Ou nourrissent-elles seulement tes peurs, tes doutes et tes distractions? Chaque conversation, chaque interaction, chaque mot que tu reçois a un impact sur ton esprit, sur ton énergie, sur ta vision du monde. Si tu t'entoures de négativité, de cynisme et de médiocrité, ce sera l'atmosphère dans laquelle tu respireras chaque jour. Mais si tu t'entoures d'ambition, de connaissance et de discipline, tu n'auras pas d'autre choix que de grandir. Les stoïciens comprenaient que le changement ne vient pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de couper les liens de manière impulsive, mais de faire une évaluation consciente. Cette personne m'apportait-elle quelque chose ou me nuit-elle? Cette conversation me pousse-t-elle en avant ou me retient-elle? Ce n'est pas un jugement superficiel, mais une réflexion profonde sur le type d'énergie que tu permets dans ta vie. Le temps est le bien le plus précieux que tu possèdes, et le gaspiller dans des relations stériles est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Il y a quelque chose de puissant à être entouré de personnes qui croient en toi, qui te soutiennent et te défient sans te détruire. Ces personnes sont un vrai cadeau. Elles ne te diront pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Elles ne te permettront pas d'abandonner, mais te rappelleront de quoi tu es capable. Si tu as la chance de trouver quelqu'un de ce genre dans ta vie, apprécie-le. Apprends d'eux, grandis avec eux, partage leur vision de la grandeur. Mais sois aussi cette personne pour les autres. Sois quelqu'un qui inspire, qui défie et qui élève. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais aussi de donner. Si tu veux un cercle d'excellence, deviens une personne d'excellence. Si tu veux t'entourer d'esprits brillants, cultive ta propre lumière. La qualité des personnes dans ta vie n'est pas un accident, elle reflète qui tu es et les standards que tu te fixes. Choisis donc avec sagesse. Ajuste ton environnement. Observe qui apporte, qui élève et qui inspire. Quant à ceux qui ne font que nuire, qui drainent ton énergie ou éteignent ton ambition, remercie-les pour la leçon et continue ton chemin. La vie est trop courte pour marcher avec ceux qui ne veulent pas avancer. Numéro 15. Grandis au lieu de te comparer ou de rivaliser. La plupart des gens passent leur vie dans un état constant de comparaison. Ils mesurent leur succès par rapport à leur propre vie, au succès des autres, à leur progrès par rapport à ce que d'autres ont accompli. Ils se comparent, se concurrencent et s'épuisent dans une course sans fin qu'ils ne pourront jamais gagner, car il y aura toujours quelqu'un qui a plus, qui arrive avant eux, qui brille davantage. Mais quel sens a cette lutte? Pour les stoïciens, la réponse est claire, aucun. Tu n'as pas besoin de surpasser quelqu'un d'autre que toi-même. Tu n'as pas besoin de courir dans une course que tu n'as pas choisie. Le véritable progrès se produit lorsque tu cesses de rivaliser et que tu commences à t'épanouir. Comme un arbre qui grandit sans se soucier des autres arbres autour de lui. Imagine une forêt. Chaque arbre se développe selon sa propre nature. Un chêne ne se préoccupe pas de savoir si un pin croît plus vite. Un saule ne ressent pas d'envie de la taille d'un séquoia. Chacun suit son propre chemin, tirant ce dont il a besoin du sol, absorbant la lumière du soleil, affrontant les tempêtes et renforçant ses racines avec le temps. C'est ainsi que nous devrions vivre. Il ne s'agit pas de regarder sur les côtés pour voir qui est devant ou derrière. Il s'agit de regarder à l'intérieur de soi et de se poser la question, est-ce que je grandis? Est-ce que j'exploite mon potentiel? Lorsque tu vis dans la compétition, tu deviens prisonnier des attentes des autres. Tu t'efforces de prouver que tu es meilleur, plus intelligent, plus performant. Mais le succès défini par la comparaison est un mirage. Il n'est jamais suffisant. Il y aura toujours quelqu'un de plus chanceux, plus talentueux, avec un avantage que tu n'as pas. Et le pire, c'est qu'en te focalisant sur les autres, tu te perds toi-même. Tu commences à faire les choses non par amour du processus, mais pour obtenir une validation externe. Tu deviens une ombre de ce que tu pourrais être.
Les stoïciens enseignaient que la seule véritable compétition est celle contre soi-même. Épictète disait que nous ne devons pas nous préoccuper de ce qui échappe à notre contrôle. Et qu'est-ce qui échappe à notre contrôle? Les réalisations des autres, leur chemin, leur destin. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre effort, notre attitude, notre amélioration. Il ne s'agit pas de dépasser quelqu'un d'autre, mais de dépasser la version d'hier de soi-même. Il ne s'agit pas d'être meilleur qu'un autre, mais d'être meilleur que la version passée de soi. Pense à cela de cette manière. Un musicien qui s'obsède à jouer mieux qu'un autre musicien peut certes s'améliorer, mais sa motivation est fragile. Elle est centrée sur la comparaison, sur l'approbation, sur la peur de ne pas être le meilleur. Mais un musicien qui cherche simplement à perfectionner son art, qui trouve de la satisfaction dans le processus, qui s'éprend de chaque note, devient plus qu'un simple compétiteur. Il devient un véritable maître. Son art n'est pas une lutte, c'est l'expression de son essence. Et paradoxalement, c'est en cessant de rivaliser qu'il se distingue vraiment. La véritable exclusivité ne consiste pas à prouver que tu es supérieur, mais à développer ton authenticité. Il ne s'agit pas d'être le plus grand, mais d'être pleinement toi-même. Au bout du compte, ce qui te rend précieux n'est pas à quel point tu es monté dans l'échelle sociale ou professionnelle, mais à quel point tu es resté fidèle à ton essence. Les gens se souviennent de ceux qui ont été authentiques, pas de ceux qui ont seulement cherché à gagner. Ne te compare pas. Grandis. Améliore-toi. La véritable grandeur ne vient pas de la lutte avec les autres, mais de la conquête de soi-même. Comme l'arbre qui étend ses branches sans se soucier de l'ombre des autres, grandis sans peur, sans envie, sans comparaison. Et lorsque tu le feras, tu découvriras que la seule véritable compétition qui en valait la peine était celle que tu avais avec toi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es engagé dans ton propre développement et dans la quête de ta meilleure version. Maintenant, je veux que tu l'affirmes avec conviction. Va dans les commentaires et écris. Chaque jour, je m'approche de ma meilleure version. Je suis stoïcien. Répète cette phrase, non seulement ici, mais chaque jour, car la véritable transformation commence dans l'esprit. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et continue à renforcer ta mentalité. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Continue de grandir.